Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le grand plateau de Marius, votre rendez-vous où se dessinent les contours de notre avenir commun. Ce soir, nous accueillons une figure emblématique de la scène politique et médiatique de la République démocratique du Congo. Il est au cœur de l'action gouvernementale depuis 2011, porte la voix de notre gouvernement depuis 2021 et œuvre inlassablement pour façonner le paysage médiatique de notre nation. En plein cœur de la campagne pour l'actuel président de la République, il aspire à renouveler son mandat de député national et brigue aussi un siège de député provincial. Des ambitions qui témoignent de son engagement indéfectible envers la RDC et son peuple. Sur ce plateau, il nous fera l'honneur de dresser le bilan de son mandat actuel et nous dévoilera ses projets et sa vision pour l'avenir. Ce soir, sur le grand plateau de Marius, le bâtisseur de la communication moderne, l'infatigable serviteur de l'État, Monsieur Patrick Mouyaya. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Marius. Je ne sais pas comment vous appelez, ministre ou candidat Patrick Mouyaya? Je suis les deux. Puisque c'est la première fois, je pense, que je vais vous recevoir en tant que ministre, j'ai jamais eu cette chance. Mais c'est comme vous voulez, la période à laquelle vous me recevez, c'est une période où il y a comme un mélange de rôles, mais heureusement que ça va durer qu'un mois, entre le ministre et le candidat. Merci beaucoup, Excellence, pour le plaisir que vous nous faites d'être sur notre plateau. Merci. C'est un réel plaisir de vous avoir. Alors, on va parler de votre bilan ce soir, parce que c'est depuis 2021 que vous êtes ministre de la communication et médias et porte-parole du gouvernement, mais également, je l'ai dit tout à l'heure, candidat aux prochaines élections législatives et provinciales. Vous continuez à assurer vos fonctions de ministre porte-parole du gouvernement. Bien sûr. C'est pas beaucoup ça pour une seule personne? Je ne pense pas, parce que nous tous, nous savions qu'en faisant le choix de la démocratie, qu'on avait un rendez-vous tous les 5 ans. Et le rendez-vous de décembre 2020 était un rendez-vous qui était connu depuis des mois. Et donc, nous étions préparés parce que la campagne électorale, il ne faut pas non plus la mystifier. Outre mesure, c'est une période conjoncturelle qui ne dure qu'un mois. Mais entre-temps, la République doit continuer justement de fonctionner, parce que la République peut fonctionner partiellement, mais la République ne peut pas fonctionner à temps partiel. C'est pour vous dire qu'il faut assurer la continuité de l'État, quoi qu'il en soit. Et c'est ce que nous faisons, même si nous sommes en campagne électorale. Et donc, pourquoi nous sommes candidats une nouvelle fois? Mais parce qu'il faut continuer le travail que nous avons commencé, à la fois dans le cas de l'hémicycle, et pour ce qui me concerne particulièrement, plus tard, grâce justement à l'action qu'on a commencé à l'hémicycle dans le cadre du groupe de 13, et qui a contribué plus tard au retournement, si je peux me permettre d'utiliser les termes de la majorité. Et je suis allé au gouvernement, j'ai été désigné alors au gouvernement par le président de la République et le Premier ministre pour être porte-parole du gouvernement. Et c'est une autre histoire, mais qui rencontre une autre histoire. Et nous, on a l'habitude de dire à la FUNA, tout le monde le sait, que l'histoire continue. Et donc, cette élection, c'est une occasion pour nous de raconter à la fois l'histoire du député, l'histoire du ministre, et puis au milieu de deux, justement, l'histoire du gouvernement, l'histoire du président de la République, parce que c'est un acteur non de moindre dans le parcours qui a été les nôtres durant ces 5 dernières années. Justement, nous allons parler de votre bilan. À votre arrivée à la tête donc de ce ministère, c'était un espoir. On était content de voir enfin un journaliste, un de nôtres, diriger donc ce secteur. Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur le ministre, vous pouvez nous donner votre bilan à vous, votre façon de voir les choses, sur ce que vous avez accompli en tant que ministre des Communications et Médias? Je considère que je n'ai pas de bilan propre. Ça veut dire qu'il n'y a rien que je n'ai pu accomplir que j'ai accompli seul. Parce qu'il y avait évidemment une montagne de challenges, mais pour surmonter toutes ces montagnes de challenges, il fallait avoir de la méthode. Il fallait avoir du soutien. Le premier soutien, ça c'est celui du président de la République, du Premier ministre au niveau du gouvernement. Mais il fallait aussi avoir le soutien de tous les intervenants dans le secteur, les organisations de la corporation, les journalistes eux-mêmes. Il fallait se mettre ensemble pour d'abord faire le diagnostic et à partir du diagnostic, commencer à donner des remèdes. Aujourd'hui, je suis peut-être mal placé pour me donner des potes. J'aurais voulu que vous posiez cette question aux journalistes, mais de mon point de vue, j'observe qu'il y a eu de progrès énormes. On est pendant la campagne, c'est une occasion pour vous de vanter ce que vous avez fait. Oui, mais allez-y. Et même alors, je disais tout à l'heure que dans ce que j'ai fait, il n'y a rien que je n'ai pu faire seul. Donc moi, je ne considère pas les réussites ou les victoires qu'on a remportées
comme des œuvres individuelles, parce que c'est des œuvres collectives où tout le monde a mis du sien. Et dans ce qui me concerne, dans mon domaine, je dois apprécier l'implication des confrères parce que principalement tous se sont impliqués. J'ai dit, parce qu'il y avait déjà beaucoup de conflits, notamment qui minaient au sein de l'UNPC, j'ai dit, moi je ne serai jamais ministre-arbitre. Moi je suis un ministre qui vient régler des problèmes, je ne viens pas devenir arbitre pour un camp ou pour un autre. Et je crois que de ce point de vue, on a commencé un travail qu'on a pu achever, d'ailleurs grâce aussi à l'implication du président de la République, on a fait les états généraux de la communication des médias. Aujourd'hui, nous disposons d'une loi qu'on a baptisée loi Muyaya, après 26 ans, qui vient reformater tous les secteurs des médias en République démocratique du Congo. Nous avons encore en chantier le texte sur le statut du journaliste. Nous avons continué les plaidoyers, malheureusement, qui n'a pas abouti pour la loi d'accès à l'information. Et donc, moi, je considère que suivant les tâches qui m'ont été données par le gouvernement, j'allais dire mission accomplie pour l'essentiel. Nous avons aujourd'hui commencé la modernisation des médias publics. Nous avons aujourd'hui contribué au changement de l'image du pays. Nous avons surtout instauré une culture des redevabilités qui fait que notre gouvernement est un gouvernement des records, non seulement en termes de travail au quotidien pour le Congolais, mais aussi en termes de la capacité de rendre compte aux Congolais de ce que nous faisons, du pouvoir qui nous a donné. Et vous avez parlé tout à l'heure du diagnostic et ce que vous avez accompli après. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez trouvé dans votre secteur quand vous êtes arrivé et qu'est-ce que vous avez amélioré? Écoutez, j'ai trouvé par exemple qu'il n'y avait déjà pas de cette loi, parce que ça faisait quand même 26 ans que nous avions une loi qui était désuète, tout au moins qui était liberticide, etc., qui a été adoptée dans un contexte particulier dans la Deuxième République, premièrement. Deuxièmement, nous n'avions pas de législation pour ce qui concerne les médias en ligne. Aujourd'hui, nous tous nous informons à partir de nos réseaux sociaux. Nous n'avions pas de législation pour ce qui concerne les radios communautaires et les médias associatifs. Il fallait donner de réponses. Nous n'avions pas aujourd'hui une loi qui consacrait autant de marge des libertés aux journalistes. Parce que le dialogue avec le président de la République durant l'État généraux portait entre autres sur la dépénalisation. Les journalistes ont réclamé la dépénalisation. Le président de la République a dit oui, mais il faut d'abord une salubrité médiatique. Savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas. Dans la loi Muyaya, les conditions, la définition du journaliste a été durcie pour nous assurer que dès le départ, nous avons mis un verrou. Et si vous lisez plus tard, je crois que c'est l'article 110, aujourd'hui, vous ne pouvez pas, Monsieur Marius Munga, aller répondre au tribunal pour un article que vous avez écrit si la personne qui a été touchée par votre article n'a pas usé de droit de réponse et que vous, comme média, vous ne l'avez pas publié dans les mêmes conditions. Pourtant, il y a un journaliste qui est, je parle de Stanis Boujakera. Oui, mais les cas de Stanis, malheureusement, beaucoup de gens... Qui est en prison pour ce qu'il a publié, qui n'a même pas signé. Non, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. C'est quoi la différence? Qui ne saisissent pas véritablement la nuance. Je comprends, parce que le cas de Stanis Boujakera était un cas qui me touche personnellement. C'est un journaliste que je connais très bien depuis des années. Mais ce qui a conduit Stanis Boujakera en prison, ce n'est pas l'article qui est sorti dans Jeune Afrique. Ce qui a conduit Stanis Boujakera en prison, c'est parce que pour le procureur, on considère qu'il a été propagateur de faux bruits ou du fameux rapport, le faux rapport qu'on a attribué à l'agence nationale. C'est le fait qu'il ait publié sur son compte Twitter. Je dois vous rappeler, non, pas le fait qu'il ait publié sur son compte Twitter, le fait qu'il ait partagé. Je pense que c'est relié à l'article 360 du Code du numérique, entre autres, et d'autres infractions. Je ne suis pas expert en droit, donc je ne saurais pas vous dire davantage. Ce que nous, on a fait, c'est quoi? Parce que lorsque cet article est sorti dans Jeune Afrique ou dans RFI, ni Jeune Afrique, ni RFI, pourtant, conscient du contexte dans lequel nous évoluons et de ce que représentait Chérubin Okende, personne encore une fois de plus, ne pouvait publier un tel rapport sans prendre la moindre précaution de nous contacter. J'ai fait la remarque à M. Boisbouvier, qui a concédé, m'a dit, Monsieur le ministre, comment nous faisons pour réparer? Donc, pour ce qui concerne l'article... C'est qui, M. Boisbouvier? Christophe Boisbouvier, qui est directeur Afrique, qui était à l'époque directeur Afrique de RFI. Donc, pour ce qui concerne le droit de réponse tel que le veut la loi, nous l'avions fait à travers le ministre de l'Intérieur. Parce que c'est lui qui est en charge
les services de renseignement. Est-ce que, donc, monsieur le ministre, vous n'êtes pas juriste, je ne vais pas vous amener sur ces terrains-là, mais est-ce que vous voulez dire aujourd'hui, en tant que ministre, vous comprenez tout à fait que ce journaliste soit en prison pour ce qu'on lui reproche? Écoutez, l'idéal pour nous, c'est qu'il n'y ait pas de journalistes en prison. C'est le souhait. Mais regardez le contexte, parce que nous sommes aussi dans un cadre où les pouvoirs sont partagés, où il y a des judiciaires. Moi, je suis gouvernement. Et nous, gouvernement, nous avons agi conformément à ce que la loi nous indique. On a fait un droit de réponse pour un article qui est sorti. Mais lorsque... Que lui n'a pas signé. Écoutez, nous, on a réagi par rapport à Jeune Afrique. On n'a pas réagi par rapport à Stanley Boubacar. Parce que ce n'est pas lui qui est le signataire de cet article-là. C'est la rédaction qui en porte la responsabilité. C'est pour ça que quand je vous ai parlé de M. Wabouvier, qui était responsable de la rédaction Afrique, et de M. François Soudan, pas de Stanley Boubacar. Et donc, lorsque le parquet, qui est en train de travailler pour dire la vérité ou pour faire éclater la vérité dans l'affaire de l'assassinat ou de la mort, je dirais de la mort plutôt, de Chiromé Okene, en attendant évidemment que les juristes nous donnent la vraie qualification sur base des éléments d'enquête, lorsqu'il y a un rapport qui sort, qui est faux, qui est relayé par des médias aussi crédibles, alors soit celui qui est derrière a intérêt de dévier les gens de l'enquête dont les résultats vont arriver, la justice malheureusement prend son temps, soit c'est quelqu'un qui est au courant de ce qui s'est passé. Et ça, c'est le travail du jury, des juges. Nous avions eu des conversations, de plaidoyer de toutes les manières, et eux, ils disent, et ça peut se comprendre, parce que vous travaillé à la Voix de l'Amérique, imaginez qu'un congressman puisse être assassiné, ou puisse être retrouvé mort, dans les conditions dans lesquelles on a trouvé l'honorable Chiromé Okene. C'est un choc, et pour lequel la vérité doit être éclatée. Lorsque les juges, les juristes évoquent la sûreté d'État pour le cas précis, nous tous nous voulons la manifestation de la vérité, mais dommage que ça concerne un journaliste, mais nous allons continuer justement à faire les plaidoyers et nous espérons que les dénouements arrivent vite dans cette affaire. Alors, votre, appelons mandat ou votre passage au ministère sera marqué sûrement par ces briefings des médias que vous avez instaurés au ministère de la communication dans l'espace médiatique congolais. C'est quelque chose qui a marqué. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Vous allez me dire que sûrement le président de la République qui a vu vous a demandé de le faire. Mais je sais également que vous êtes quelqu'un de très ouvert d'esprit. D'où est venue cette idée? Je vous ai appelé d'ailleurs à l'époque pour vous féliciter. Écoutez, d'abord, je suis journaliste moi-même. Et ensuite, il y a une grosse distance dans ce pays entre les décideurs et le peuple. Nous sommes en campagne électorale. Regardez, ce n'est pas pour prêcher pour ma chapelle, mais regardez combien de députés se sont donné la peine de venir expliquer aux Congolais ce qu'ils ont fait de leur mandat. Ça veut dire que nous tous, de manière générale, la redevabilité ne nous dit pas grand-chose. On n'a pas une relation, j'allais dire, on ne construit pas une relation de confiance avec ceux qui nous donnent leur voix. Parce que si vous voulez construire une relation de confiance, il faut avoir un dialogue. Il faut avoir un dialogue franc. Et nous avons pensé, dans les cadres des innovations que nous devions apporter, parce qu'on en a apporté plusieurs, notamment dans le rendu du compte-rendu, on a simplifié un certain nombre on a modernisé un peu l'exercice pour la rendre plus attrayante. Nous faisons toujours des efforts pour être à l'heure, parce que c'est vendredi soir. Généralement, les gens, vendredi soir, sont déphasés, mais nous faisons un effort pour faire le direct et non plus attendre 5-6 heures. Vous avez été inspiré quelque part, monsieur le ministre? Non, mais l'idée, c'est que nous-mêmes, on regarde. Les Congolais, vous devez le savoir, vous en êtes un, sont très exigeants envers les dirigeants. On devait être en mesure d'adapter, parce que finalement, la communication, c'est ce qui donne vie à l'action. Parce que si vous ne dites pas ce que vous faites, les gens disent ce que vous ne faites pas. Donc il fallait organiser non seulement la prise de parole publique, mais il fallait aussi l'organiser dans un cadre moderne et dans un cadre de discussion. Et quoi de mieux que de discuter avec les journalistes, et en direct en plus. Vous connaissez les risques qu'on encourt lorsque vous exprimez en direct sur la chaîne nationale. Je crois que les briefings, c'est un des programmes le plus suivi du pays quand je regarde justement la quantité des réactions que je reçois. Et donc, ce qui nous a inspiré, c'est d'abord ce souci-là,
d'informer les Congolais. Pourquoi, Marius? Parce que les problèmes du Congo que nous connaissons aujourd'hui en 2023, c'est la résultante des solutions non trouvées durant les 15, 20, 40 dernières années, comme nous aimons à les dire. Et donc, nous avons des sérieux problèmes structurels dans tous les secteurs de la vie nationale. Et que tout dirigeant responsable, lorsque vous aspirez et que vous arrivez aux responsabilités, la première action pour vous, c'est justement d'être en mesure, ensemble avec les Congolais, de faire les bons diagnostics. Parce que moi, quand je regarde, par exemple, les opposants actuellement, ou ceux qui aspirent à remplacer le président Tshisekedi, beaucoup qui viennent sont dans la périphérie. Ils sont dans les incantations, dans des chimères. Nous, nous sommes dans les possibles parce que nous savons où se trouve le pays. Je l'ai dit parce que c'est dans ce que je vois, dans ce que j'entends, ils ne se donnent pas un peu d'effort, juste pas beaucoup. Certains, oui, évidemment, vous voulez que les opposants commencent à vous applaudir, c'est ça? La question pour eux, ce n'est pas de nous applaudir, c'est pas ce que je demande. Je leur demande, eux, parce qu'ils sont aspirants à venir là où nous sommes. Ce qui est légitime dans un cas démocratique. Le minimum, c'est d'apprendre ce que nous faisons. Mais le problème, c'est parce que vous qui êtes là, vous donnez l'impression, vous communiquez comme si tout allait bien. Et ce n'est pas leur rôle de vous dire que vous... On n'a jamais dit ça. Mais ils sont en train de pointer des choses qui ne marchent pas. Dit ça. Non, dans ce que j'entends, ce n'est pas ça. La question, c'est qu'il y a des choses qui ne marchent pas, non pas de notre chef, mais du fait de l'héritage général de problèmes du pays. OK? Nous, ce que nous avons voulu faire, justement, dans les cas des briefings, c'est de donner des indications régulières des Congolais. Où nous étions hier, où nous sommes aujourd'hui, où nous allons demain. Même si aujourd'hui, on peut nous dire que nous sommes dans les négatifs, évidemment, nous étions peut-être à moins 1000, aujourd'hui, nous sommes à moins 200, ça veut dire que nous avons fait une longue distance pour remonter et aller vers le positif. Alors, on va continuer. Vous avez été, comme je vous ai dit quand je vous ai reçu tout à l'heure, avec vous, on ferait 10 émissions parce que j'ai tellement de questions à vous poser. Alors, j'aime bien revenir sur ça. Vous venez d'arriver à ce poste, je suis sûr, je ne sais pas, je peux me tromper, vous pouvez me confirmer, vous devez être le plus jeune ministre de la communication en République démocratique du Congo quand vous êtes arrivé. À moins que je me trompe. Non, en tout cas, parmi les plus jeunes. Hein. Récemment, en tout cas, parmi les plus jeunes, peut-être Moumengi, je ne sais pas à quel âge il était. Ouais, possible. Je ne sais pas à quel âge il était devenu, mais en tout cas, les deux prédécesseurs que j'ai eus ont l'âge de mes parents. Du moins avant vous, la personne qui est là a marqué ses empreintes, Lambert Mende, avec l'identité... Mais moi, je remplace pas Lambert Mende. Je sais qu'il y a eu Jolino Wakelele entre les deux. Je parle de personnes qui ont marqué ce ministère. Lambert Mende qui est resté pendant longtemps, qui a marqué ses empreintes avec son identité. Absolument. Qui lui a valu des surnoms qu'on connaît. Mais vous arrivez, est-ce que vous vous êtes dit, je dois travailler pour effacer cette identité ou cette image que les gens ont du ministère de la Communication, ou vous êtes dans la continuité, à part certains éléments que vous avez ajoutés? La question, c'est que les contextes sont différents. Je pense que le ministre Lambert Mende a été très bon dans le contexte qui était celui-là. Nous, on considère... Vous pensez qu'il était bon? Mais bien sûr, dans les contextes qui étaient celui-là. Ça veut dire que... Nous sommes un gouvernement d'union sacrée. Nous sommes le gouvernement de la transcendance. Nous sommes le gouvernement qui arrive où nous voulons penser pays avant de penser politique. Donc, nous, les discours que nous voulions porter, ça n'a rien à voir, justement, j'insiste sur le contexte, avec le contexte du pouvoir précédent, du régime précédent. Ici, ce que nous voulons, c'est de dire, parce qu'on a choisi l'union sacrée, donc on a choisi de transcender nos couleurs politiques. Comment nous parlons au peuple? D'abord, il faut un discours d'humilité. Toujours. Parce que le peuple, c'est lui, les vrais tenants du pouvoir. C'est lui. La preuve. Nous sommes là. Le président de la République est en train de revenir de Kindo. Lui aussi, comme tous les autres, se soumet justement à la sanction populaire. Mais il n'a pas de choix. Parce que justement, c'est les jeux démocratiques qu'on a choisi. Et dans cette démocratie-là, la communication est un élément crucial. Et donc, nous avons pensé que pour marquer la différence avec nos prédécesseurs, il fallait instaurer une culture de redevabilité.
ça ne devrait pas seulement être cette culture de redevabilité dans leur forme du briefing, mais on a changé la charte graphique et plein d'autres éléments. Et donc, lorsqu'on a créé, d'ailleurs, quand moi j'arrive, il y a une patate chaude, c'est l'état de siège. Il faut arriver à expliquer l'état de siège aux Congolais. Dans l'état de siège, c'est les militaires et les policiers, les hommes en uniforme qui prennent le devant. Il fallait aller trouver des prescrits dans la Constitution et commencer à faire un exercice d'explication. Et donc, les briefings est apparu comme une véritable réponse. Non pas que moi, je ne sois pas en mesure de parler des questions militaires ou des questions de la police, mais parce que je considère que je n'en parlerai jamais mieux que le porte-parole de l'armée qui vit dans ça, ou le porte-parole de la police, pour vous donner une indication, juste un exemple. Oui. Et ça vaut aussi pour tous mes collègues. Et donc, on a instauré cette culture, et je crois plutôt que le Congolais apprécie beaucoup, et c'est la preuve justement que nous avançons vers la consolidation de notre démocratie. Alors, monsieur le ministre, je vais continuer à vous humaniser un tout petit peu, un peu plus. Vous arrivez dans un contexte où ça fait quoi d'être porte-parole du gouvernement, même quand on n'est pas tout à fait convaincu ou on n'est pas d'accord avec des choses qui se disent qu'on doit communiquer. Il doit avoir un Ça, c'est des caricatures. Moi, le président de la République ou le Premier ministre ne m'a jamais demandé d'aucune manière de tronquer la vérité. Vous savez, cher Marius... On nous dit que la politique, c'est pas ce qu'on apprend à la télé. Je dis que c'est des préjugés. Je dis que c'est des préjugés parce que lorsque vous êtes un gouvernement, vous êtes comme un parent. Évidemment, il y a des dimensions des questions que vous gérez que vous ne partagez pas de manière totale avec vos enfants. Parce qu'il y a des éléments qui relèvent par exemple du secret défense ou du secret stratégique que vous ne pouvez pas divulguer sur la place publique parce que ne sachant pas, les ennemis ou ceux qui détestent le pays peuvent tomber dessus et l'utiliser contre vous. En dehors de ces aspects, nous faisons une communication totalement transparente. Pourquoi? Parce que les gens savent tout. Et aujourd'hui, les métiers que vous exercez est concurrencé par tout le monde. Parce que tout le monde aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux YouTube, tout le monde est journaliste. Tout le monde peut diffuser une information et l'information peut être suivie. Pour autant qu'elle peut ne pas être certifiée, mais les gens croient et surtout qu'il y a une proportion à croire. Donc vous partagez tout à fait ce que vous nous dites, vous êtes 100% d'accord. Évidemment, parce qu'il y a des sujets même qui sont difficiles. Même le président de la République, je me souviens, nous étions à Bunia en juin 2021, le président de la République a dit qu'il y avait des problèmes de corruption dans l'armée. Ou des questions sur les effectifs, que les chiffres étaient faux. Ça veut dire que là, c'était une question stratégique. Les questions militaires, moi, plusieurs fois, j'ai fait des briefings avec des militaires. C'est-à-dire que même les questions qui devaient relever d'un certain secret défense, comme certains pouvaient le croire, mais nous avons essayé de les simplifier parce que les Congolais sont en droit de savoir tout ce que nous faisons dans tous les secteurs. Alors, on a senti, moi, personnellement, cette... Bon, je ne veux pas interpréter ce que j'ai vu, mais c'était difficile la transition entre la bonne relation que nous avions, que la RDC avait avec le Rwanda, et après avoir un discours pour dénoncer le Rwanda comme un agresseur. Cette transition, ce changement des positions, est-ce que c'était facile pour vous? Écoutez, ce n'était pas facile. Excusez-moi, monsieur le ministre, avant de répondre à cette question, parce qu'il y a par exemple ce selfie avec Kagame qui a fait le tour des réseaux sociaux que vous aviez fait il y a plusieurs années à l'avant. C'était en 2015. 2015. Je me souviens que nous étions à New York dans une réunion sur les dividendes démographiques. Et lui, il était l'invité principal. Et en sortant, il était à la porte, je suis sorti, j'ai salué, il dit « Je viens de la République démocratique du Congo ». Et il dit « Vous venez de la République démocratique du Congo, on est des voisins, restez à côté de moi ». On a souri et puis on a eu l'instant d'une photo. Après, il y a évidemment... ça vous a rattrapé un peu par rapport à la réaction des gens? De toute évidence, si c'était à refaire, je ne l'aurais pas refait. Parce qu'il y a des Congolais qui, pour de bonnes raisons, ont estimé que c'était inapproprié. Mais je veux vous dire la difficulté ou la complexité de la question avec le Rwanda, c'est que le Rwanda, c'est un voisin. Les frères, vous ne le choisissez pas.
Je ne sais pas si vous choisirez tous vos frères, si vous étiez donné de les choisir. Moi, je choisirais toujours mes frères. Mais après, vous ne savez pas. Et donc, nous, lorsque le président de la République arrive aux responsabilités, il est conscient du passé difficile avec le Rwanda. Il en est conscient pleinement. Mais il y avait un choix à faire. Au regard du fait que nous sommes voisins et au regard du fait que les peuples congolais et les peuples rwandais échangent tous les jours. Et ils ne nous entendent pas, nous les politiciens, dans nos élucubrations, dans nos discussions politiques ou diplomatiques. Ils échangent tous les jours. Allez à la petite barrière à Goma, vous allez voir qu'il y a des transactions quotidiennes par milliers, jour et nuit. Et donc, lorsque le président vient et dit aux Rwandais, aux Burundais, aux autres voisins, parce que le président a fait le tour de tous les pays voisins, disant que nous pouvons collaborer ensemble. Nous pouvons travailler ensemble. Ce n'était pas par naïveté, c'était un choix responsable. Parce que la République démocratique du Congo, quoi qu'on dise, c'est les viviers de ces pays, de ces pays limitrophes. La CEPGL, souvenez-vous, c'est principalement les Zaïre de l'époque qui contribuaient, mais qui faisaient vivre des autres pays. Et donc, c'est le choix que nous avons fait. Et puis plus tard, je crois que le déclenchement, l'élément déclencheur, et c'est paradoxal, de la recrudescence de la guerre, c'est lorsque nous décidons de faire des opérations conjointes avec l'Ouganda, en Ituri, et dans le Grand Nord, contre un groupe terroriste qui est reconnu, qui s'appelle les ADF. Je pense qu'à l'époque, le président rwandais a considéré que dans son champ, parce que visiblement, ils ont défini un périmètre de sécurité en RDC, il a pensé que les Ougandais allaient envahir le Rwanda par la RDC. Et que lui, à l'époque, a demandé d'ailleurs au président de la République d'envoyer aussi des troupes rwandaises. C'est le président de la République, pas question. Parce que la question de la gestion des ADF, elle est très différente. Aujourd'hui, même les Américains combattent des terrorismes en coalition. Il existe une coalition mondiale contre des terrorismes, comme Daesh. Et donc, parce que c'est tentaculaire, les groupes terroristes. C'est parti de là. Et lorsqu'on remarque que, bien au-delà du fait qu'il y avait cette question, mais le Rwanda, le président rwandais, ils ont cultivé une culture du vol, du pillage dans l'Est de la RDC. Ils se sont construits par des vernements, par des voies frauduleuses. Et lorsque le président de la République, j'étais là, à Goma, le président Kagame est arrivé, on signe des protocoles d'accord pour mettre en place une collaboration transparente, etc. En réalité, ça ne les arrangeait pas. Parce que pour eux, depuis 25 ans, c'est maintenir l'Est de la RDC dans l'instabilité pour leur permettre de se construire. Mais là, cher Marius, on se regarde droit dans les yeux, c'est fini. C'est fini cette idée de croire que l'Est de la RDC doit continuer à être le vivier du Rwanda. C'est fini. Et le président de la République, en prenant justement une position de fermeté, c'est parce que justement, il tire les conséquences. Lorsque vous avez fait preuve de bonne foi, vous avez dit qu'on pouvait repartir sur de nouvelles bases et que vous constatez qu'en réalité, c'est lui qui est votre interlocuteur en face, ne sera jamais de bonne foi parce qu'il s'est habitué au vol derrière votre dos, il fallait y mettre un terme. Alors, et les mots pour les trouver, nous les avons trouvés. Et d'ailleurs, nous les avons trouvés pas seulement de mots. Parce que dans le combat contre le Rwanda, nous avons le front médiatique. Et d'ailleurs, moi, je suis personne un peu ciblée, l'objet de reportages dans les médias rwandais. Et donc, j'ose même pas parler de ce qu'ils font là-bas parce qu'ils n'ont justement pas la culture de la liberté d'expression. Ils n'ont pas la culture des opinions divergentes parce que c'est un pays dictateur. C'est un régime dictatorial. Nous avons le front médiatique, le front diplomatique, le front militaire, le front économique et le front judiciaire. Et aujourd'hui, nous devons nous satisfaire que ce soit sur le front médiatique, le front diplomatique, le front judiciaire, le front économique ou le front militaire, nous avons le progrès. Justement, en parlant de ce conflit avec le Rwanda, il y a la conseillère du président Biden, justement, qui était à Kinshasa, qui a rencontré le président Tshisekedi. Et les États-Unis, vous avez assisté à cette réunion, les États-Unis s'est dit préoccupés par jamais ces deux pays n'ont été aussi proches de la guerre. Bon, je sais qu'il y a des secrets d'État, monsieur le ministre. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la RDC était aussi proche? C'est que je veux vous dire. Est-ce que la RDC, je vais finir ma question si vous me permettez, est-ce que la RDC était aussi proche de la guerre?
C'est que je vous dis. Et qu'est-ce qui vous a calmé? C'est que je vous dis, cher Marius, Ouais. vous pouvez le vérifier. Quand on parle de Rwanda, les Congolais pensent à quoi? Aujourd'hui, demandez à tous les Congolais dans la rue, qu'est-ce qu'ils veulent? On écoute. Les Congolais veulent la guerre. Moi, il m'a été reproché d'avoir une communication qui n'était pas suffisante pour la guerre. Il y a des gens qui sont venus me voir, des éminentes personnalités, pour me dire que je devais arborer une tenue en treillis comme Zelensky. C'est lui d'ailleurs qui ne veut pas de la guerre, c'est le président. Mais il y est poussé. Je veux m'expliquer. C'est-à-dire que nous avons une ligne diplomatique qui est claire. Nous voulons la paix avec tout le monde, nous voulons la construire. Mais lorsque de manière régulière, vous avez des incursions, des agressions, etc. Mais s'il y a bien un sens pour nos militaires, y compris pour nous-mêmes, responsables, s'il y a bien une chose qu'il faut faire en premier, c'est défendre l'intégrité du territoire. Et pour l'intégrité du territoire, aucune option n'est exclue. Parce que si vous avez en face que de la mauvaise foi, que de la violence, parce que vous n'avez aucune idée de comment le président de la République, où nous vivons. Mais est-ce que la RDC était aussi proche de la guerre avec le Rwanda? Je pense vous avoir déjà donné la réponse. Non, je n'ai pas entendu. Je ne l'ai peut-être pas donné dans la formule que vous souhaitez. Mais Lorsque je vous parle de front militaire, vous pensez que je parle de quoi? Donc, lorsque je vous parle de front militaire, vous pensez que je vous parle de quoi? Ça veut dire que ici, si je dois penser à tout ce que vous dites, nous sommes, j'espère justement que la visite de la diplomate américaine va produire des résultats bientôt. Donc on attend, parce qu'on sait que de l'autre côté, il n'y a jamais eu de bonne foi ni de sincérité dans les engagements qui sont pris. Si nous avons pris une telle option, c'est parce que nous savons que c'est le langage qui est peut-être le mieux compris de l'autre côté. Et que la République démocratique du Congo, il ne faut pas continuer à penser que vous pouvez vous amuser autant que vous pouvez vous amuser. Parce qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit du fait de cette situation, comme on dit à quelque chose dans la raison. Le 3 novembre 2022, je pense, le président de la République fait un message à la nation. Il appelle la jeunesse congolaise à se lever. Le lendemain, 40 000 jeunes sont enrôlés dans l'armée. Aujourd'hui, nous travaillons déjà à faire la montée en puissance de nos forces armées. Vous avez suivi le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba dire récemment qu'il n'y a jamais eu autant d'investissement dans l'armée, parce que l'armée, c'est comme dans le corps humain, l'anticorps, les anticorps. Et il faut réorganiser notre machine de défense. On l'a réorganisée, on la réorganise, mais parce qu'il n'y a aucune hypothèse qu'il faut exclure. Alors, je vous promets qu'on va parler de votre campagne tout à l'heure, parce que c'est aussi pour ça qu'on vous a reçu. Peut-être 2 ou 3 autres questions sur votre bilan, monsieur le ministre. Vous parlez de changement de narratif que vous avez apporté. C'est un discours, c'est un slogan, c'est quoi ça? Je ne comprends rien. Ce n'est pas un slogan. Je vous ai parlé tout à l'heure de préjugés. Cher Marius, vous avez beaucoup évolué aux États-Unis. Un peu plus ici quand même. Oui, récemment, c'était plus dans ma question. Alors, dites-moi, quand on parle de la RDC de l'autre côté, on pense en quoi? Vous savez, Mike Hammer, qui était ambassadeur américain ici, nous étions à Goma avec lui justement. Je lui disais, mais moi je suis sidéré de voir que lorsqu'on parle du Nord Kivu principalement, on parle du Nord Kivu que sur les prismes de la guerre. Nous étions en train de prendre un petit déjeuner, je lui dis, regardez, nous sommes dans un hôtel 5 étoiles au Serena, construit par un Congolais, les plus bels hôtels du pays en face du lac. Ça ne vaut pas vraiment une belle histoire à raconter. Mais quand vous dites changer de narratif... Il m'a dit, je vous réponds, il m'a dit, you never get the second chance to make the first impression. Ça veut dire que vous n'avez pas de seconde... You never make. You never get the second chance. J'espère que je le dis bien. You never get the second chance to make the first impression. C'est-à-dire que vous n'avez pas
une deuxième occasion pour faire la première annonce. Vous parlez bien anglais, monsieur le ministre. Lorsqu'on parle de la RDC, les gens pensent d'abord à la violence. Les gens pensent d'abord à la violence. Mais vous avez changé quoi? Mais parce que j'en arrive. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Non. Changement de narratif. Vous avez fait quoi? C'est un sujet crucial. D'accord, allez-y. Parce que ce que nous, on a fait, c'est d'abord nous réapproprier le narratif sur le pays. Parce que qui parle à la place de la RDC le plus souvent? C'est les ONG. Vous savez que les ONG ne sont jamais là pour aider au problème à être résolu, parce qu'ils vivent un peu de ça. Les médias, vous êtes journalistes vous-même, ce qui nous intéresse le plus souvent, ce n'est pas des bonnes nouvelles, c'est des mauvaises nouvelles. Parce que nous-mêmes, à RDC, nous ne parlions pas. Aujourd'hui, la voix de la République démocratique du Congo est entendue, parce que nous-mêmes, lorsque nous disons, nous devons nous réapproprier notre narratif, mais quand on parle de pays solution, ça veut dire quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, quand on parle dans tous les grands forats sur les climats, pourquoi la RDC est présente? Pourquoi la RDC est toujours invitée? Mais parce que justement, on sait ce que nous sommes. Et vous voyez, aujourd'hui, moi, je veux et je suis content de voir que de manière progressive, on parle de la République démocratique. Ça, c'est vous qui avez fait ça, c'est ça? Ça veut dire... Non, écoutez, le changement de narratif... C'est vous qui l'avez amené, c'est vous qui travaillez dessus? J'y travaille dessus, mais j'y travaille pas seul. Qu'est-ce que, par exemple, vous-même aussi, vous y travaillez. La prise de parole, simplement. Aujourd'hui, nous nous exprimons en anglais, en français, nous racontons notre histoire. Le président de la République voyage, il en parle. Regardez dans les contextes, je ne voudrais pas revenir sur les années précédentes, mais vous ne pouvez pas être République démocratique du Congo et laisser le monde décider sur l'avenir des questions du climat. Monsieur le ministre, vous l'avez dit tout à l'heure. Sur les questions minières. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est une appropriation de l'histoire de notre pays. Parce que ces pays doivent être racontés par des Congolais. Vous l'avez dit tout à l'heure. Parler anglais, français. J'en profite juste de poser cette question. J'ai toujours eu envie de poser cette question. Allez-y. Est-ce que vous ne pensez pas, aujourd'hui, le monde, il parle anglais, monsieur le ministre? Bien sûr. Les grandes décisions se prennent en anglais. Bien sûr. Même le président français, donc de la langue que nous parlons maintenant, quand il est dans des grands événements, il parle... L'invité spécial de Bandal. Il parle anglais, on en parlera tout à l'heure. Mais vous ne pensez pas qu'il faut changer, qu'il faut ramener l'anglais en RDC pour que la voix de la RDC soit entendue? On n'a pas besoin de ramener l'anglais tel que vous le pensez. Ça veut dire que switcher du français à l'anglais pour que la RDC puisse... Mais le Rwanda l'a fait, apparemment ça marche pour eux. Écoutez, non. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous avons des gens anglais ici. Moi, je parle presque 50% français, 50%... Je sais que vous parlez bien anglais. Chaque jour. Pour vous donner une indication. Ouais. Pour vous donner une indication. Aujourd'hui, évidemment, pour l'anglais, c'est pas seulement pour régler les problèmes du Congo, les décisions se prennent, mais c'est aussi une langue d'intégration dans le monde économique, le monde des affaires, les bourses minières, la plupart sont dans des pays anglophones et qui a besoin d'une adaptation. Mais ce que vous dites, on ne peut pas switcher. Je n'ai pas parlé de switcher. On ne peut pas. Mais ça veut dire adopter, commencer à parler anglais. En tout cas, moi qui vous parle, par exemple, je sais que je sponsorise, ou le cabinet sponsorise des cours en anglais pour tous les membres de mon cabinet. Par vague, suivant les disponibilités, parce que nous pensons que c'est un atout de plus quand on est citoyen de la République démocratique. L'avant-dernière, on en parle sûrement, les médias. Vous parlez de changement de narratif, mais quand on voit l'espace médiatique en RDC, plus de 300 chaînes de télévision qui sont suivies en clair. Et vous avez eu l'initiative au début de mettre un peu d'ordre. Et nous continuons. Mais on a l'impression que, voilà, vous êtes arrivé à la fin, vous êtes fatigué. Il n'y a pas grand-chose qui a bougé. C'est la même chose. Ça veut dire que vous n'avez pas fait attention. Excusez-moi, tous les noms existent en télévision au Congo. Madessou TV, Marius TV, Junior Télévision, et j'en passe. Excusez-moi, monsieur le ministre. Et ces chaînes de télévision n'ont pas... Ici, j'en parle avec un peu plus de mon cœur, parce que c'est mon domaine. Bien sûr. Ces chaînes de télévision n'ont pas de contenu qui doivent, en principe, accompagner ce que vous désirez que l'extérieur voit de notre pays, donc la qualité de production. N'y a-t-il pas moyen de mettre réellement de l'ordre, ou encore, c'est pas ça votre échec de ne pas avoir fait ça? La question, il faut pas... Je pourrais jamais parler d'échec. Parce que vous n'avez pas réussi à mettre de l'ordre. Ça dépend. Comment? Je n'ai pas terminé de vous répondre. Parce que le premier point
de la réussite, c'est la prise de conscience. Nous, on a pris conscience que c'était un problème. Nous avons une démocratie cancérigène, une inflation démocratique, surtout le plan, on a 900 partis politiques, on a presque 100 000 candidats. Tout est compliqué dans un contexte comme celui-là. Nous, on arrive, il y a des gens qui ont des droits acquis. Ils ont payé par rapport à la législation de l'époque. Et il faut savoir que le ministère, c'est le contenant. Le contenu, c'est les CESAC. Ça veut dire que, évidemment, il y a un problème en termes de contenu. Moi, je plains la surpolitisation de la vie en RDC. C'est comme s'il n'existait pas d'autres sujets. À l'époque, nous avions Julie Marius qui nous parlait des cœurs. Aujourd'hui, même Marius parle de politique. Ça veut dire que si vous regardez, il y a très peu de médias qui se spécialisent, comme Zoom Echo, qui fait des focus économie. Nous tous, nous faisons la politique. Et quelle politique? La polémique. Parce que même les hommes politiques ne sont pas véritablement... Mais vous dites exactement ce que je dis, mais vous le dites... Mais on arrive, c'est les diagnostics. Mais c'est votre travail, monsieur le ministre. Je vous reviens. De mettre de l'ordre. Je vous reviens. Oui. Je vous ai parlé tout à l'heure du contenant. Ouais. Et en termes de contenant, nous avions répertorié à peu près 252 chaînes. On a pris une décision. Il y en a, je pense, 148 ou même 150 ou même un peu plus d'ailleurs, qui ont été fermées. Lorsque vous fermez une chaîne, parce que nous avions dit ceci, nous faisons un contrôle administratif. Parce qu'il y avait même des documents comme l'avis favorable qu'on donne gratuitement à des médias. Mais il y avait des médias qui n'en avaient pas. Mais parfois des médias crédibles qui existent depuis des années. Peut-être parce qu'ils n'étaient pas au courant. On a accordé les bénéfices du doute. Parce que nous avons fait presque 6 mois à 1 année de discussions avec ces différents acteurs avant qu'on en arrive à la décision radicale. Et donc, lorsque nous prenons la décision radicale est prise pourquoi? Non pas parce que les médias là ne devraient plus continuer d'exister forcément, mais parce qu'il fallait nous assurer qu'ils sont en règle administrativement et qu'ils sont en règle techniquement. Parce que si vous voulez être un média, mon cher Marius, vous ne l'hébergez pas dans votre adresse à la maison parce que les médias... Donc vous voulez me dire que tous les médias qui sont là aujourd'hui remplissent les conditions En tout cas, en grande partie, du point de vue administratif, je n'ai pas les dernières statistiques parce que les régularisations ont continué. Du point de vue administratif, en tout cas, les médias qui sont sur le bouquet public TNT sont régularisés. Ben en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Parce qu'il y a aussi... Oui, allez-y. Évidemment, il y a des difficultés. Mais si ce que j'ai vu, c'est ce que vous avez régularisé, monsieur le ministre, il y a à boire et à manger. Hein. Mais écoutez, ça, c'est vous qui le dites. Lorsque moi, lorsque moi, je suis arrivé, je suis allé à Binza. Il y avait des chaînes qui émettaient, qui diffusaient à partir des Binza sur des laptops. De chaînes de télévision qui émettaient. Je pense que ça existe encore. Aujourd'hui, on ne vous dit pas. Ça n'existe plus, j'y étais. Mais ça existe encore. J'y étais récemment. Alors, j'y étais récemment. Alors, si ça existe, alors c'est des clandestins. Monsieur le ministre, et auquel cas, on va s'aider. Notre métier est en train a besoin de vous. D'abord, ça va être une question tout à l'heure quand on va commencer à parler de votre campagne. Bientôt, je vous promets. Et la dernière question, ce sera autour de la chaîne nationale. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Quand vous arrivez, vous avez comme ambition de changer la chaîne nationale. Bien sûr. Aujourd'hui, 2 ans après, est-ce que vous pouvez dire que... Dites qu'elle a changé. Est-ce que vous pouvez dire qu'elle a changé? Vous. Moi, est-ce que vous regardez mais est-ce que vous avez changé la RTNC? C'est pas moi qui ai promis de changer de regard. Je commence d'abord. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de réussite qui me soit individuelle. La RTNC, elle a changé. Okay. Ce qui a changé d'abord en premier, c'est l'identité visuelle de la RTNC. Et vous savez ce que veut dire une identité visuelle. Vous êtes un homme de com. La RTNC, et ce qui était bien, parce que nous, qu'on arrive, on a des solutions au sujet de mail. On aurait pu mettre dans une salle des infographes, on conçoit un logo. Mais nous avons voulu faire un concours. Mais les gens n'ont pas compris l'idée derrière. Parce que la RTNC, de mon point de vue, est une propriété commune à tous les Congolais. Bien sûr. Et donc, il fallait faire participer les Congolais à la renaissance de la télévision nationale. Et j'étais content, nous avions reçu 700 dossiers des candidatures. Et c'est M. Foss Atomé, s'appelait à son âme, qui dirigeait les comités des experts, qui ont choisi les derniers logos. Et sur chaque dossier, il y avait au moins 5 compatriotes.
sans compter ceux qui ont voté. Ça veut dire que pour le logo de la RTNC, on peut considérer que 10 000 personnes, voire plus. Bon, si changer la RTNC, monsieur le ministre, c'est le logo, ça peut se faire, il n'y a pas de problème. On arrive, allez-y. Monsieur Marius. Allez-y, vous avez... Parce qu'il faut aller progressivement. Ok, et après vous avez fait quoi, après le logo? Il fallait avoir un logo qui reflète le pays. Ensuite, le gros souci qu'on a à la RTNC, c'est les personnels. C'est-à-dire? Le nombre. Et... plus de 3 000 agents. Et qui doit fixer ça? C'est vous. Mais on arrive. Laissez-moi vous répondre. Mais c'est un problème encore. Mais écoutez, ça ne peut être qu'un problème parce qu'il y a là-dedans des personnes qui ont presté et qui ont droit à leur retraite. Il faut mettre à la retraite. Et vous ne mettez pas à la retraite gratuitement. Ça je n'ai pas demandé. Mais... Non, je vous dis justement. Ça veut dire qu'il y a un processus qui a commencé. Au-delà du fait que il faut, moi, je pense, aujourd'hui, adapter les médias publics. Parce que pour moi, c'est les premiers vecteurs du changement de narratif. Souvenez-vous, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Le bâtiment de la RTNC a été construit en 1976. Je pourrais vous partager la photo que mon ami Moline m'a partagée parce que c'est son père qui l'a construit. Il y a 50 ans, même des pays occidentaux n'avaient pas des bâtiments aussi imposants pour abriter la télévision nationale. C'est vous dire l'importance que cela représente pour un pays comme le Congo. Oh, ça, c'est la vision de la personne qui a... Tam-Tam de l'Afrique, c'est la vision du pays. Oui. Le maréchal a compris la vision, la place et le rôle que le Congo devrait jouer dans le monde, en ayant un outil de communication puissant. Et donc, lorsque nous regardons maintenant le tableau du personnel, trop plat, mais parce qu'il s'agit du personnel, parce qu'il s'agit des droits qui ont été acquis encore une fois, il faut aller mollo. Parce que la RTNC reste une boîte sensible. Mais pour aller mollo, il faut avoir des espaces, des discussions avec les différents responsables, avec les journalistes. Mais quand vous dites... aujourd'hui, nous avons, nous, une direction générale de la télévision nationale qui gère les médias au quotidien et qui règle des problèmes. Mais cette direction générale a toujours existé, non? Ça dépend. Okay. Elle a toujours existé, mais nous avions voulu avoir une direction générale. Mais quand vous dites que... Pleinement légitime, j'allais dire, avec des capacités d'action. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui critiquent la RTNC le critiquent de loin. Et les changements, cher Marius, n'arrivent pas en un jour. Ouais, ça, je suis d'accord. Parce que si pendant 15, 20 ans, 30 ans, les gens sont restés dans un même logiciel, si vous voulez les changer, en 6 mois, c'est compliqué. Mais ça prend du temps. Mais la philosophie nouvelle a été imprimée et ça prend le temps que ça prendra. Et nous sommes sûrs que les graines porteront du fruit. Mais quand vous dites que la RTNC, c'est comme France 24, ça veut dire quoi? Écoutez, j'ai compris qu'on a sorti cette phrase de son contexte. Aujourd'hui, la RTNC émet en haute définition. Bah, ça c'est depuis longtemps, vous devriez penser à ça. Non, la question, c'est pas depuis longtemps qu'on devrait penser à ça. La question, c'est qu'il fallait travailler pour y arriver. Parce que lorsque vous voulez être vu en haute définition, il ne s'agit pas simplement de ce que les gens voient sur l'écran à la maison. Il faut regarder tout le process. Je parle à un producteur télé. Vous devez avoir des caméras à la capture, vous devez avoir le matériel de transmission, vous devez avoir toute la chaîne de la post-production. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec la RTNC, il y a toute une gamme de séries d'émissions qui ne seront plus diffusées parce qu'elles ont été tournées en SD. Et qu'aujourd'hui, heureusement que nous sommes dans un programme d'équipement, toutes les émissions doivent être produites en haute définition. Okay. Et donc, c'est une boutade qui a été sortie de son contexte. C'était simplement pour vous dire aujourd'hui, lorsque vous regardez la qualité de l'image de la RTNC, ce n'est plus l'échographie. Comme les gens le disaient il y a quelques temps. Alors, on va finir par là, mais vous prêchez congolais, changement des narratifs. Pourquoi? Parce qu'entre autres, il y a des adresses populaires qui disent Moko Ekobonga. Oui, mais je me pose la question de savoir si vous aimez, si vous croyez aux médias congolais. Bien sûr. Mais pourquoi alors chaque fois qu'il y a quelque chose d'important à annoncer ou une interview... Allez, je vais donner un exemple. Notre président de la République, depuis qu'il est là, par exemple, je ne l'ai jamais vu en interview, seul à seul, avec un journaliste de la chaîne télévision nationale, à moins que je me trompe. Première question. Vous vous trompez parce qu'au 30 juin 2021, oui, c'était le président de la République en face Françoise Bouela
et Christian Nussakwena. Bon, je parle d'un journaliste de la télévision nationale. C'est que je vous ai donné comme réponse devrait suffire. La question, ce n'est pas un journaliste. Le fond de votre question, c'était de dire comme s'il y avait... C'est moi qui pose la question, monsieur le ministre. C'est moi qui les comprends et c'est moi qui réponds. Mais vous comprenez comme vous voulez, mais moi c'est pas que je comprends comme vous voulez, parce que le fond de votre question, c'est d'insinuer que nous accordons plus de faveur aux médias étrangers qu'aux médias locaux. Je n'insinue pas, j'ai posé la question. Mais justement, chaque fois que le président de la République pose une question, veut parler, par exemple là, pour lancer sa campagne, la grande interview, il l'a donnée à une chaîne étrangère. Écoutez, lancer la campagne du président, pour nous, c'était pas forcément... Encore que cette interview a été sollicitée depuis presque une année. Bon, il n'y a pas que vous, hein, l'opposition le fait aussi. Regardez, justement, il faut faire la part de choses. Le président de la République a fait un discours devant le Congrès qui parlait à tous les Congolais. Pour moi, c'est l'acte qui entre dans la compte. Nous parlons de la chaîne nationale. Non, mais parce que d'ailleurs, il a dit du bien de la chaîne nationale. Vous parlez de l'entrée en campagne. Non, il a dit du bien que tous les Congolais ont vécu. Parce que moi, j'ai reçu... Il a dit du bien de la chaîne nationale, ça fait plaisir. J'ai reçu beaucoup d'échos positifs. Non, parce que les jeunes ont travaillé. La RTNC a donné le meilleur de lui pour une meilleure couverture de la visite du pape et pour une meilleure couverture de la francophonie. Il faut rendre à César ce qui est à César. Et c'est ce que le président de la République a fait. Ici, il faut savoir, moi par exemple qui vous parle, j'accorde très peu d'interviews aux médias, de manière générale. Vous êtes peut-être le 3e journaliste en 2-3 ans à qui j'accorde une interview. Je parle souvent au briefing. J'ai de la gratitude, monsieur le ministre, si c'est le cas. Je vous donne un exemple. Je parle souvent au briefing. Et lorsque vous parlez par exemple de médias comme RFI France 24, nous l'avons trouvé. Vous savez que RFI émet comme un média local ici chez nous. C'est sûrement pas normal, mais c'est ce que nous avons trouvé. Et c'est sur quoi nous travaillons. Je vous dis, c'est ce que nous avons trouvé, c'est sur quoi nous travaillons. Ouais. Et donc ces médias-là sont puissants ici parce qu'ils sont écoutés au même titre qu'ils écoutent. Ce qui n'est pas normal, monsieur le ministre. Mais bien sûr, c'est pas normal. Nous y travaillons, j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure qu'on y travaille. C'est pour vous donner une indication. Mais là, vous avez qu'un mois, vous allez partir ou 2. La question pour nous, c'est regarder. Il ne faut pas regarder les questions de l'État sous les prismes des individus. Nous, c'est que nous voulons léguer à ceux qui viendront après. Au moins, on ne les reprochera pas au président de la République ni à nous tous ici d'avoir posé les bonnes fondations. Aujourd'hui, ceux qui viendront après auront une tâche un peu plus facile. Parce que le plus difficile, à mon avis, dans une œuvre de construction, c'est la fondation. Et c'est ce que nous avons. Monsieur le ministre, je suis désolé d'avoir passé autant de temps sur votre bilan parce que ça valait la peine, parce que vous avez tellement travaillé pendant ces 2 dernières années. Absolument. Je ne vais pas vous dire bravo parce que ce n'est pas mon travail, mais vous avez quand même fait des choses. Vous appréciez. Bon, je ne donne pas beaucoup mon point de vue. Je veux vous choquer, cher Marius. Je suis désolé. Mais lorsque vous êtes désigné à un poste, les gens n'attendent pas de vous que vous prestiez mal. Même si la sanction positive n'est pas toujours de notre culture. Mais le jour où vous faites mal, tout le monde vient sur vous. Le jour où vous faites bien, très peu viennent sur vous parce que le monde, il est fait comme ça. Vous avez été chargé de communication après de la primature. Vous êtes devenu député. Enfin, j'ai oublié de partie du journaliste, comme Mobutu. Après, vous êtes devenu ministre. Est-ce que vous avez peut-être un jour des idées qui tournent après Faché? Mais écoutez, moi, mes idées, je dis souvent, et ceux qui me suivent le savent que moi, j'aimerais être secrétaire général des Nations Unies. Très bien. Allez, monsieur le ministre, on va revenir tout à l'heure pour parler de votre campagne. Donc, on est en campagne. Vous êtes candidat député national dans la ville de Kinshasa, donc c'est Funa. Bien sûr. Et puis, pour la 3e fois. Et puis candidat député provincial pour la commune de Bandal, c'est ça? Bien sûr. Très bien. Allez, on va revenir tout à l'heure, mesdames et messieurs. On va marquer une pause et puis on va passer à la 2e partie de cette émission consacrée à la campagne électorale de Patrick Mouyaya. À tout à l'heure. Mouyaya, botelemi nguya nzete esimbami na bokasi bwa misisa na yango. Lio, lisese oyo ezali kotalisa lolenge bomoko oyo Patrick Mouyaya Katembwe azali nango na biso.
esika auti eteni na ye ya moponami funa lisapo ya motema mpe ya ntina na bamama bilenge mpe batate ya lisanga na biso ezali boyokani ya solo ya bayimboka ndai ya bokasi mpo na bofuluki boye bokomema botalisi nzela ya sika na Kongo uta bandalungwa kino selembao na boleki na bumbu kalamu kasavubu makala mpe ngiringiri Patrick Muyaya azali kosala lolendo na biso na kozala mosali oyo ayokaka liloba koloba yango mpe kosala ezali mosala na ye makama na biso ezali na motuya mpo na ye kosalela biso ezali mokano mwa ye tobatela nzela tokoba elongo na ye etamboleli na biso etumba na biso topesa motuya mingi na boyebi bwa ye mpo na litomba na biso elongo na mokonzi Tshisekedi Patrick Muyaya abongi tondimela ye lisusu mpo na kokobisa lisanga ya botongi bwa sika. Le 20 décembre 2023 totelema tosala mpe tosilisa nyongo tozali na yango ya bayimboka na lolendo mpe bosukisami topona mpe toponisa mpo na boyebi bokasi mpe penepene na motango 476 mpo na funa mpe 41 mpo na bandalungwa. Moi je vote Muyaya. tosukisama ete kopona ya moto na moto ekomatisa motango ya Patrick Muyaya Katemboe molobeli na biso. On est de retour, mesdames et messieurs, sur le grand plateau de Marius avec le candidat député national Patrick Muyaya. Patrick Muyaya, candidat député national. Si j'ai rigolé, c'est parce que le spot, j'adore la chanson Azalazala. Toujours. Pourquoi? C'est la Lifobo. C'est la Lifobo. En fait, Azalazala, ça veut dire ça slogan, pourquoi? Parce qu'il faut d'Azalazala. C'est-à-dire? Dans les photos, on est riche comme on est merman. Donc, on va pour nous, il y a labo parce que biso to kota la samaye. Bato ba kansa o mabete. Ah, bato ba kansa ne balingi. Te ba kansa ne balingi. Ça veut dire que leur campagne bandaka, c'est des doubles. Aujourd'hui, on a parce que nous allons à la rencontre de Congolais. L'air qui est rencontré va Congolais puis campagne des Arafetti, nous toque aux autres. C'est le moment de communion entre un individu et plusieurs. Dans l'air beau Kendewana, il faut beaucoup de complet. On s'est dit dans notre culture, Bissondou les fouilles et accompagner. Alors il fallait trouver quelque chose. Et il y a eu cette idée des génies et bimito azalazala. Donc ça veut dire que Mouya doit toujours être là. Mais ça, tout le monde, ceux qui partent à la campagne, on français, mais quand on voit comment les choses se passent, quand on voit aussi la sérénité dans laquelle vous vous exprimez, vous allez voir les gens, on a l'impression que pour vous, et je vois la même chose pour le président de la République, c'est comme si c'était déjà acquis. Non, la question, mon cher, rien n'est jamais acquis dans la vie. Mais de répéter souvent Molendo, Sakomi qui tenait de son père. Dans la vie, tout est à conquérir. Et surtout le pouvoir. Vous savez, le jour où vous aurez l'occasion de me faire l'honneur de venir dans mes bureaux, vous allez voir que je m'assieds toujours à la table de réunion. Comme si j'étais dans une rédaction. Et jamais sur la table réservée aux ministres. Pourquoi? Mais parce que je considère qu'il n'y a rien de plus éphémère et de plus court que le pouvoir. Et lorsque vous êtes au pouvoir, le premier danger, c'est de croire que c'est comme devenu une propriété familiale ou un héritage. Pas du tout. La meilleure manière de conquérir le pouvoir, c'est de l'exercer quotidiennement. C'est justement, c'est pourquoi vous pensez que moi ou le président, heureusement, que nous avons la sérénité comme si les choses étaient acquises. Non. Parce qu'on a travaillé à les conquérir, ces pouvoirs, pendant que nous étions aux responsabilités. Mais pendant tout ce temps, vous étiez ministre. Est-ce que vous étiez sur terrain? On ne vous a pas beaucoup vu. Vous étiez tout le temps à la télé. Vous êtes le ministre le plus sollicité. Mais je suis le ministre aussi le plus vu par mes électeurs, entre-temps. Mais ils ne vous ont pas élu pour vous voir, monsieur le ministre. Non, mais écoutez, la question, c'est celle-ci. D'abord, est-ce que vous savez que moi, j'habite Bandal? Vérifiez combien... Aujourd'hui, je vois beaucoup de candidats à la FUNA, mais je ne suis pas sûr que tous habitent la FUNA. Moi, je suis ministre, j'habite Bandal. Tout le monde connaît ma résidence. Depuis des années. J'aurais pu faire le choix d'aller ailleurs. Parce que les autres, ils sont où? Mais je ne sais pas, je ne parle pas des autres, je vous parle de manière générale. Je suis ministre, j'habite Bandal. C'est pour vous dire la fierté que j'ai justement de rester là avec les miens. Parce que je considère que les fonctions politiques étant éphémères. Vous allez quitter, bon, je suis en fonction, vous allez habiter en ville, etc. Mais les jours où vous n'êtes plus en fonction, vous faites comment?
Faites comment? Parce qu'il faut toujours savoir garder les pieds sur terre, quoi qu'il en soit. Et donc, nous, et c'est ce que nous voyons aussi dans l'attitude du président, c'est l'humilité. Savoir que le pouvoir que nous avons, nous le recevrons. Et donc, c'est pour ça que cette élection, on l'aborde avec sérénité. Parce que nous savons que l'élection ici s'est jouée déjà depuis plusieurs mois. Maintenant, c'est la concrétisation. Nous faisons la campagne pour appeler, pour donner des indications. Mais les Congolais, je pense qu'à ce stade, ils ont déjà fait le choix du numéro 20 pour la présidentielle et du numéro 476 pour les législatives et 41 pour la province. Le choix est déjà fait. Vous êtes en train de, on le voit, vous êtes en train de battre campagne pour le président de la République. Il va de soi. Mais c'est à quel moment, Monsieur Patrick Mouyaya, êtes-vous, permettez mon expression, tombé amoureux du président de la République? La question, c'est pas de tomber amoureux au sens où vous le dites. Le président, la première fois que je l'ai rencontré, j'étais encore député du FCC, à l'époque du Palou, qui était en accord avec les FCC. Je me souviens que ce jour-là, un ami, un vieux à moi, m'amène voir le président, à l'époque président de l'UDPS. Il y avait conférence de presse. Et donc, lorsque je sors de là, il y a un tollé, évidemment. Vous connaissez plus ou moins les clivages qu'il y avait, ou la perception qu'il y avait entre l'UDPS, le PPRD, etc. Et donc, lorsque je le vois, le président me trouvait courageux. Parce que j'entendais parler de lui, évidemment, comme un homme politique, mais je ne l'avais jamais rencontré. Évidemment, il avait aussi entendu parler de moi et je l'ai rencontré. À ce moment-là, il trouvait que c'était courageux. Mais puis, on a eu l'occasion cette fois-ci de nous rencontrer à plus d'une reprise quand nous étions derrière l'initiative du G13. Parce que justement, face au bug qu'il y avait entre les FCC et les caches, on ne pouvait pas laisser le pays rester dans cet état de morosité. Et d'ailleurs, dans les bilans que je faisais, j'ai rendu de fiers hommages à l'honorable Henri Thomas Lokondo, parce que c'était un des nôtres. On s'est dit, mais écoutez, nous n'avons qu'un seul pays, le Congo. Et là, la machine grippe. Pourquoi on ne ferait pas le tour de tout le monde pour parler, pour qu'on s'accorde, ne fût-ce que pour les élections qui viennent? Parce que nous savons que les élections sont souvent source de conflits. Comme là, j'espère qu'on y reviendra, avec des opposants qui préparent plus la contestation que les élections. Et donc là, on était encore à l'ouvrage. Et les présidents de la République avaient une oreille attentive et très sensible à ce que nous nous disions. Bon, nos amis du PPRD de l'époque n'ont pas voulu nous écouter. Et vous savez ce qui est arrivé après. Et donc, après, nous avons justement, au-delà de ces cadres dans lesquels nous nous sommes rencontrés, puis j'ai eu le privilège d'être désigné porte-parole du gouvernement. Et j'ironise souvent quand je parle à mes collègues. J'ai dit, moi, je n'ai pas de portefeuille particulier. Vous avez les finances, les mines, les budgets, mais mon pouvoir est plus fort que le vôtre. Parce que moi, j'ai les pouvoirs de la parole. Et le monde a été créé par la parole. Et vous avez, on peut dire que vous avez bien profité de ce pouvoir de la parole pour vous vendre aussi, monsieur le ministre. Non, écoutez, la question, l'objectif, ce n'était pas d'abord moi. L'objectif, c'était d'abord le pays et le travail du gouvernement. Et le gouvernement, parce que je vois beaucoup, parfois, les gens font de la confusion. Le gouvernement fait partie de l'exécutif et les chefs de l'exécutif, c'est le président de la République. C'est lui qui convoque le conseil de ministres. C'est sous sa coupe que nous travaillons tous. Et très souvent, lorsque nous parlons du président de la République, les gens parfois confondent. On dit, ah, le ministre fait le porte-parole du président. Non, je ne suis pas le porte-parole du président. Le président a ses services, son porte-parole, etc. Mais toute l'action du gouvernement est pilotée, évidemment, par le Premier ministre. Mais nous travaillons sous la direction de qui? Le Premier ministre n'a pas de compétence pour convoquer un conseil de ministres. Il ne peut le convoquer que par délégation, si les présidents le lui autorisent. Bon. Et c'est pour vous dire que, et là, je suis témoin, moi, de ce que veut dire la volonté. Et vous savez, Marius, lorsque vous avez la volonté, vous trouvez toujours le chemin. Et les présidents de la République apprennent. Et je peux le démontrer par 1001 raisons. Il doit être réélu, approuvé, qu'il avait la volonté d'effectivement changer ce pays. D'ailleurs, vous dites Fachi Azanano. Bien sûr. J'ai vu ça. Est-ce différent de Totondio Nanouté? Fachi Azanano ne vient même pas de moi. C'est Manik Siyenda, un compatriote sur les réseaux sociaux. Et nous avions des discussions en groupe. Vous l'avez adopté? Du brainstorming. Oh, mais je l'ai adopté parce que je pense que c'est ça qui est... Est-ce que c'est pareil à Totondio Nanouté? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Moi, on m'appelle Azala Zalan.
Vous avez dit ça, c'est dans la même philosophie. Ça veut dire que dans le Congo d'aujourd'hui, le président doit encore être là. D'accord. Parce que c'est lui parce que c'est lui qui a replacé les fondations. Je veux vous donner des exemples concrets. Constitution promulguée 2006. On parle de gratuité de l'enseignement secondaire, primaire, élémentaire. La gratuité n'est devenue effective qu'en 2019, 13 ans plus tard. Mais il fallait la volonté pour commencer. Et même lorsque le président de la République décide de commencer la gratuité, l'Église catholique émet des réserves, beaucoup de réserves. Parce que c'était une véritable révolution, où on venait cogner sur des intérêts qui étaient acquis par certains. C'était difficile la décision. On disait qu'on n'avait pas de moyens, on disait qu'on n'était pas préparé. Mais le président de la République y a tenu. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, on a plus de 5 millions d'enfants qui ont repris de l'école. Moi, je n'ai pas honte de dire que j'ai été chassé de l'école. Je sais ce que ça représente comme humiliation. Mais aujourd'hui, les enfants de ces niveaux élémentaires ne peuvent plus être chassés. Ce n'est pas suffisant par rapport à ce que nous devons faire dans les secteurs de l'éducation, parce que les défis sont énormes en termes de formation, d'accessibilité, de la qualité de l'enseignement, mais il fallait commencer quelque part. Vous voulez un autre exemple? Aujourd'hui, on parle de couverture santé universelle, où nous voulons donner des soins de santé à des Congolais, partout où ils se trouvent et à bas prix, à travers la couverture santé universelle. C'est une grosse réforme qui nécessite la mise en place de structures. Je ne suis pas spécialiste, mais je sais qu'il y avait 5 décrets qui ont été signés par le ministre pour mettre en place l'écosystème. Et la première étape aujourd'hui, 600 000 accouchements par an à Kinshasa. A été franchi. Et là, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes et de bébés qui décédaient à l'accouchement. Le président de la République a dit, le premier pan financé par les trésors publics, c'est la maternité. Et donc, nous allons aller crescendo. L'autre question, non moins importante, c'est l'armée. Moi, j'étais parlementaire depuis 2011. Nous avons, depuis cette législature-là, parlé de la loi de la programmation militaire. Parce que l'armée, les dépenses militaires sont coûteuses. Les dépenses de militaires ne peuvent pas être financées comme on finance les besoins quotidiens du pays. Donc, il faut une programmation qui s'étale sur plusieurs années budgétaires. Et nous l'avons adopté, cette loi de programmation, qui nous permet aujourd'hui d'assurer progressivement la montée en puissance de nos forces armées. Mais quand... Il y a encore un autre élément. Quoi? Non de moins, 145 territoires. Aujourd'hui, tout le monde s'est plaint que Kinshasa est rempli. Alors que Kinshasa, c'est plus de 1000 habitants au kilomètre carré. Alors que si vous allez dans certaines zones, on n'a même pas un habitant au kilomètre carré. Mais pourquoi? Parce qu'il y a presque rien. Et aujourd'hui, de manière inédite, on construit dans chaque territoire de la République démocratique du Congo. Et simplement pour les 145 territoires, il y a au moins 60 000 Congolais qui sont employés quotidiennement pour la mise en œuvre de ce projet. Je peux vous donner encore d'autres exemples. Oui, d'accord. Aujourd'hui... Oui, d'accord, non, ça va, c'est bon. Ça va, mais il y a mille et une raisons. Oui, d'accord, mais ça veut dire autrement que vous avez parlé tout à l'heure de la continuité de l'État, donc quelqu'un d'autre peut venir continuer ce qu'il a commencé. Dans les circonstances actuelles, parce que le président de la République, constitutionnellement, il a la possibilité de briguer un second mandat, c'est plus logique. Parce que connaissant justement la philosophie de ce que je vois, dans cette campagne, je suis désolé, on retournera à zéro. Il faut plutôt... Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce que vous voyez qui vous dérange? La périphérie. La périphérie, on fait des incantations. Je viens de lire tout à l'heure qu'un candidat de Ensemble contre la République à Goma... Non, c'est pour la République. Non, c'est contre la République. Bon. Et je vais vous donner... Là, c'est que vous êtes en train de parler d'une autre mouvement qui n'existe pas. Non, c'est Ensemble contre la République. Mais il y en a Parce que lorsque vous pouvez... Vous tenez un discours démagogique. Vous dites, je venais de lire les tweets, j'espère que c'est faux. Si c'est vrai, ça ne m'étonnerait pas non plus. Vous parlez de... On dit, on va remplacer les Sukhoi que nous avons aujourd'hui dans notre armée par des F-16. J'espère qu'il connaît les coûts des F-16. Et même si on a des F-16 dans une armée, on a besoin de tout. Ça vous donne déjà une illustration. Nous, on a recouru, parce que du fait de la crise avec le Rwanda, nous en parlons au début, à des instructeurs pour former nos militaires sur les terrains des opérations. On les appelle les mercenaires. En fait, il n'y a pas meilleur allié de nos ennemis
qu'un discours comme celui-là. C'est pour ça que je dis c'est ensemble contre la République. Parce que lorsque vous êtes pour la République, il y a des fondamentaux sur lesquels vous ne pouvez pas commencer à parler comme si vous parlez des choses banales. Il s'agit de la sécurité du pays. Il s'agit de la préservation de l'intégrité territoriale. Et donc, les discours qui est tenus comme celui-là n'est pas les discours qui vont nous permettre de poursuivre le travail de la montée en puissance de nos forces armées. Lorsque déjà vous avez du mal à reconnaître le mal, à le nommer, mais comment pensez-vous alors faire le bon diagnostic pour amener des bonnes réponses? Lorsque vous dites, et vous voulez être président de la République, vous dites que dans 6 mois, vous réglez la question de l'Est, mais vous vous trompez, vous ne savez pas ce que c'est alors la question de l'Est. Parce que ça fait depuis les génocides rwandais 94 que cette région du pays est décimée. Régler les problèmes de l'Est, ce n'est pas simplement régler en 6 mois le problème sous le prisme militaire. Il y a des questions sociales, il y a des questions économiques, il y a tout un embranchement des questions et des mots qui pullulent depuis, ou qui se combinent depuis 24-25 ans. Ce serait, j'allais utiliser un mot plus fort, mais ce serait, voilà le mot, irresponsable de penser qu'en 6 mois on le règle. Bon. Et donc, ça c'est de la démagogie. C'est pour ça que je parle de toutes les façons, de la périphérie de toutes les façons, et des chimères. De toutes les façons, vous ne pouvez dire que du bien de vous. La question, c'est pas je ne vous vois pas mentionner un discours, excusez-moi, je ne vous vois pas mentionner un discours positif d'un opposant. Marius, attendez, je veux vous dire. Oui. Je veux vous dire une chose. Nous faisons une communication honnête et sincère. Le président de la République n'a-t-il pas lui-même reconnu que sur le plan de la justice, c'est compliqué? Est-ce que le président ne l'a pas dit? Lorsque nous faisons nos briefings, nous ne venons jamais dire aux Congolais que tout est parfait. Au contraire, nous indiquons les efforts que nous faisons par rapport au contexte difficile qu'on a trouvé. Parce que lorsque les gens disent que nous avons faim, cher Marius, ça fait des années que nous avons faim. Mais aujourd'hui, la faim des Congolais est progressivement soulagée. Je vous donne un exemple. Lorsque les parents qui devaient payer l'argent pour la gratuité de ses enfants ne les payent plus, cet argent va où? Est-ce que ça ne va pas dans les besoins quotidiens de la famille? Alors, puisque... Et donc, vous voyez qu'il y a des efforts qui sont faits et nous souhaitons que les Congolais réélisent le président de la République pour justement aller à consolider ces efforts. La faim, c'est une lutte permanente que nous ferons et nous sommes sûrs qu'avec le président de la République, au bout des 5 ans, nous aurons réduit beaucoup. Pourtant, il y a un groupe de candidats qui va saisir, ils viennent de sortir une déclaration, ils vont saisir la Cour constitutionnelle pour accuser le président de la CENI par rapport à tout ce qu'il y a autour du fichier électoral qu'ils trouvent qui n'est pas crédible. Écoutez, quel est votre point de vue par rapport à ça? Je vous ai dit tout à l'heure que les opposants préparent la contestation, ils ne préparent pas les élections, malheureusement. Et ce n'est pas étonnant. Deuxièmement, dans l'organisation des élections, cher Marius, en République démocratique du Congo, vous avez 100 000 candidats. Est-ce que c'est une tâche facile? Vous avez un pays de 2,3 millions 345 000 km² où il n'y a presque pas de route. Est-ce que c'est facile? Vous avez des hommes politiques qui sont doués pour ne jamais s'entendre, ou pour ne jamais voir du blanc, ou pour ne jamais voir le nez qui est bien au milieu du visage. Comment vous faites? Mais tout ce que vous venez d'avancer comme argument n'est pas une raison pour pas qu'il y ait des élections crédibles. Laissez-moi continuer. Parce que les élections, c'est un objectif commun. Ce n'est pas l'objectif de la CENI. La CENI est une structure arbitrale que nous mettons tous en place. Parce que dans la CENI d'aujourd'hui, il y a tout le monde. Il y a les opposants. Il y a la majorité. Il y a la société civile. Pour que la CENI fonctionne avec quoi? La loi. La loi vient d'où? Du Parlement. Les financements viennent d'où? Du gouvernement. La sécurité vient d'où? Du gouvernement, parce que la CENI ne fait pas de commerce. Pour qu'il y ait des élections, il faut qu'il y ait des candidats.
Pour qu'il y ait des candidats, il faut qu'il y ait de la sensibilisation, de la société civile. Pour qu'il y ait des candidats, il faut des partis politiques qui acceptent des souscrits. Vous êtes en train d'expliquer quoi? Je vous explique le processus électoral. Oui, mais... Au-delà du schéma politicien, de la perception que veulent avoir certains aspirants à la fonction présidentielle. Parce que la responsabilité ou la réussite d'un processus électoral n'est pas le seul fait de la CENI. C'est le fait de vous, les médias. Parce que vous êtes censés, durant cette période, permettre aux Congolais de comprendre le processus, notamment le vote, permettre aux Congolais d'écouter les discours des différents candidats. Et donc vous voyez que dans le contexte dans lequel nous sommes, pour la 4e fois, depuis 2006, on va faire des élections. Les difficultés sont inhérentes. Les problèmes n'est pas d'avoir des difficultés. Les problèmes, c'est comment on règle ces difficultés. C'est pour ça qu'il y a eu cette réunion de toutes les parties prenantes, en tout cas les candidats présidents de la République, autour du président de la CENI. Le président de la République qui a pris part, et même lui, a soulevé des préoccupations, comme les autres. C'est vous dire que la CENI est une structure indépendante. Et si les candidats estiment, usant de leurs droits légitimes, qu'ils doivent saisir la justice, libre à eux. Nous sommes dans un État que nous voulons de droit. Revenons à votre campagne, M. Patrick Mouyaya. Vous êtes le candidat numéro 476, bien sûr, pour être plus concret, sur la liste ANB. Et 41 pour les provinciales, donc 476 pour la députation nationale et 41 pour la députation provinciale. Ouais. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous voulez faire que vous n'avez pas eu l'occasion de faire avant, pendant les 2 mandats? Vous avez travaillé aux États-Unis. Vous connaissez la tradition au Congrès où vous avez des gens qui sont élus pendant 30 ans, 40 ans. Parce que moi j'ai une fonction, j'ai une histoire là, d'amour avec la FUNA. Nous avons un pacte. Moi je suis le porte-parole de la FUNA qui, par la magie du président de la République, est devenu porte-parole de la RDC. Nous voulons continuer à faire ce travail. Parce que nous considérons que nous portons la voix de communauté. La difficulté que nous avons dans la perception de manière générale, c'est pour ça que le taux de réélection est faible. Parce que beaucoup considèrent que les députés, c'est celui qui vient régler des problèmes, des routes, etc. Ça, ce n'est pas de nos compétences. Moi, j'ai électrifié une partie de Vandal. J'ai fait plein de choses que je ne saurais pas énumérer parce que ce n'est pas des traditions. Ceux qui en ont bénéficié le savent, c'est le plus important. Mais ça ne va jamais remplacer l'État. C'est pour ça que nous, dans le cadre de notre pacte depuis 2011, on parle du développement participatif. Mais qu'est-ce que nous entendons par développement participatif? Je vous ai dit tout à l'heure que le premier progrès que vous faites devant un problème, c'est de savoir en faire le diagnostic. Lorsque nous faisons les diagnostics de tous les problèmes que nous connaissons dans nos circonscriptions, il y a 3 types de solutions. Il y a des solutions à court terme, il y a des solutions à moyen terme, il y a des solutions à long terme. Les solutions à long terme viennent de l'État. Mais nous, on peut travailler à trouver des solutions à court terme. Je vous donne un exemple. Lorsque vous allez sur le terrain rencontrer des compatriotes, souvent on vous dit biso la courante maïzate, courezate. Mais tout n'a moto. Pourquoi vous en avez courante? Et ça problème. Ah, biso to yedita. Alors, nous dans le cadre du développement participatif, la première chose avant que nous puissions intervenir, parce qu'intervenir, ça veut dire appeler la SNEL. Par exemple, ou nous cotiser pour acheter un câble. Quand on appelle, avant qu'on appelle la SNEL, mais vous devez être en mesure de savoir, ah, mais surtout on a commenté pour Annie, est-ce que câble est et Kofi, câble à l'écolo, tout fédère, on fédère, mais là, il y a fédère, tout transfo. Alors, le premier moyen de sortir de la pauvreté, c'est d'être en mesure de la définir. Et c'est ça l'effort que nous faisons dans nos conversations avec la base. C'est pour ça que lorsque vous écoutez la première chanson à Zalazala, on parle du développement participatif. En 2018, nous avons parlé d'aujourd'hui, pas demain. Et pour 2023, nous disons le dire et le faire. Est-ce que Tokobina Souka, on a une Tobamouki Lingala, tangu omemaki président Macron a bandé la boule kota Souka au sein de la campagne vende. Yemo président Macron il n'a rien à manger. Il est gagné. Il va y avoir un programme tout président Macron salaki. Bakoko bouger ba programme tout
mais il fallait qu'on va bandal. Pour y ça, on bandal, c'est Paris. Il fallait pourquoi. C'est quoi le service, pourquoi on va avoir un service? Mais c'est na bandal, et ça la notabilité, moi, ça va bandal. Bon. Comme on est Patrick Mouye. Bon. Donc, il y a ce qu'on a bandal, il faut qu'on ait un baromi balé. Bah, ça là, scénario, bah, le bon, il fallait d'abord les à la côte de Lumbashi. Bah, mais non, na Patrick, na Fali, bah, on tout va raconter Sinkin, bah, côté ça. Donc, ce président Macron, et puis, il y a maman, mais il y a maman côté, et puis, il fallait pas aller à la place Moro. Oh yo, VIP. Il fallait tout mais et puis là, à mon bandal. D'abord, c'est la preuve que bandal les quartiers Moro sécurisés. Au-delà de tout. Oui, on récupère un mot pour ça. On récupère tant que Batebele va faire ça. Encore Batebele va faire ça. Mais ce président Macron, Boya au Télémar. Les autres places sont comme la place Macron. D'ailleurs, il faut n'aller taper tout Rwanda dans la campagne. Président Macron a Boya au Kende. Donc, avant dit, n'a fallu, le temps n'a coma. Marius, 2 minutes ou 3 minutes après, niveau de la population, comment qui va mais on dit matin. Alors, surtout, tu as fait des beaux ans, vous êtes belé. Oui, on est plus de 900 candidats. Mais la tête, et puis, bino tout, majorité, enfin, tu belé, il y a beaucoup de monde qui n'a pas de mais l'élection, ça l'a acabé. Mais pour Nani, il faut pas pour Nayo. Parce que les longs, je considère modestement que il faut pas la fière. Il y a mon tour pour nous. Parce que les lots, on a comment vous l'obéir à Congo. Il y a l'air tous les bétails sur la bille, aux années 50. Il y a un monde qui est tout ça, il va programmer dans les médias. Il y a des gens qui ont la fondation de Mazawana Mabi. Oh, il y a mis ça. Vous avez bien, vous votez mon tour pour gagner. Et ça va bien pour voter mon tour sans vous saler au bétail sur la carte de on est Patrick Mouya à Nazarana. Pourquoi il ne faut pas voter pour nous? Parce que tu continues mon saler au Tobandak. Boutala, l'air nous a équipe député pour la première fois. Il y avait 38 jeunes de moins de 40 ans. Mais dans le Parlement, on a des réseaux de jeunes parlementaires. En 2018, il y a eu plus de 60 députés de moins de 40 ans. Tu sais quoi? Si je peux te tutoyer. Merci. C'est pas grave. Député pour Nayo. Parce qu'on a qu'un seul exemple. Moi, j'ai co-dirigé, du fait de ma jeunesse, l'Assemblée nationale n'a pas convoqué à Sauvam. Ça veut dire que le choix des lots patrimoine, à l'époque, j'étais les plus jeunes, j'avais 28. Il y a un 40 ans. Aujourd'hui, c'est le choix de l'expérience. Non, il y a un Marius. Au moins, dans la vie, il y a aussi une part de destin. Le plus important, c'est parce que les lots ne vont déterminer l'objet. Il faut qu'on ait dans la vie pas à pas. Les lots, nous avons ambition de aller. Il y a des bossus, il faut réélection au président Fachi. Parce que c'est lui qui incarne le Congo qui se réveille. Il y a mis balé, il faut pour nous. Patrick Mouya, évidemment, on a député au bar soutenir le président Fachi. Parce qu'il faut qu'il dispose. Parce qu'on dit, le président Fachi, il a perdu 2 ans. Il y a tout ça, il 13 au côté de la mouvement soin. Il y a tout, il faut topper ça et pendant mandat 5 ans au Bimba. À ça, la parole, il y a. En 2028, ce sera une autre histoire. Pour que ce soit limite, pour ma ministre, mon cher, au Moni Babilo, c'est une part de destin. Ça veut dire que l'essentiel, c'est d'être au service du pays et du peuple, être dédié. Patrick Mouya est dédié. Patrick Mouya, ceux qui, président Tshisekedi, a l'équipe sous son deuxième mandat, ndenge osali musala tokoloba ke soka zuyo bato ele bako se plaindre te. Bon, ndenge na moni ndenge ozokende okoleka na bandala na kokite na koleka. Bon, na accordé okoleka. Bien sûr. Et puis na provincial okoleka. Bien sûr. Bon, sikoyo yo Patrick Mouya ministre, yo Patrick Mouya député national, yo Patrick Mouya député provincial. Poser question. Une question au coquille côté que la bâton sous place. Opposer question moi madame. Donner sur la tournée d'une émission et d'aller dans la montée. Oh papa. Il y a président, il y a coalition. Il y a des regroupements et des équations beaucoup compliquées.
Lelo nga patrimoine ya naza ministre. Suppléant na ngana. Honorable Eric Chikuma. Honorable Eric Chikuma a apporté une modification du code du travail pour permettre aux femmes. Mais côté on se retrouve honorable Eric Chikuma Zakuna. On se retrouve quand même. On se retrouve dans Ndeni. Bon, on se retrouve dans Makanisi. On a $21 000. Ça veut dire que non, tout là honorable Eric Chikuma. Nous, on ne parle pas de ces choses-là. Oh. Mais nous avons été solo et solo. Donc, il y a parce qu'il y a une place à Zali, à la responsabilité comme député. Bon, de toute façon, le ministre la question, c'est pas que non. C'est ce qui est dangereux, justement, dans la perception. Au volet de ça, comme il y a l'argent comme une divinité. Deuxième fois, vous citez. Oui, Wanaza Moutunanga Motema. Ok. Non, mettez-le les solo. Cher Marius. L'argent n'est jamais un objectif. Oui, que ceux qui ont la vie, comme député objectif, nous avons échoué. Parce qu'on constate qu'on est capable, sur le qui parle, sur les quitter, sur les quitter, mais sur les quitter au Kaboli famille. Parce que tu es comme député dans le NG. Et il y a d'expérience. Il n'y a pas de retour d'investissement sur le côté. Parce que c'est pour 5 ans. Tous les jours de ma vie, je règle des problèmes. Je ne m'en plains pas. Parce que dans le contexte où ils sont ils sont dans le droit de considérer que dans ce que je gagne, ils ont leur part. Évidemment, dans le contexte où on ne peut que régler des problèmes. Mais ceux qui ont bon musée qui n'est pas pour la tu te trompes. Bisso makanisina, bisso l'air kende. Ça n'a rien à voir avec les dividendes. Qui sont inhérents d'ailleurs, parce que il faut foutre. Mais Moussala, attends, va foutre ceux qui combien aussi ça fait un problème à foutre. Un problème à foutre aussi là, ceux qui ont eu dans ma canisse malam. Donc, ceux qui ont élu tout royo et que n'a eu privilège, il y a être désigné ailleurs. Honorable Eric Chikuma a continuer Moussala avec le plus grand sérieux. Parce qu'il a aussi l'expérience. Alors, au côté de l'Isola provincial, au Bisso tout ça, la programme à 145 territoires, na président. Développement bandara à la base. N'a rien de secondaire total à Kinlelo. Mais on a déjà mon solo. Non, mais t'as solo. Parce qu'au moment c'est quoi la difficulté qui cause à nous. Ça veut dire que moi, les électeurs me font confiance. Baby que Patrick Mouyaya jamais a coquille qu'on les inés dans ma base. Patrick Mouyaya est sérieux. Baby qui est dans l'hypothèse où Patrick Mouyaya bouge, c'est lui qui va remplacer Patrick Mouyaya, aura l'esprit du travail de Patrick Mouyaya. Et au sein de la ghetto avance. De Yona honorable Eric Chikuma, même esprit. Même esprit. Ok. Ah. Merci beaucoup. Merci quoi, Essélé? Non, si ça mène à ça Liloba. Heureusement. Alors, monsieur Patrick Mouyaya, candidat 476 na Bandal, pardon, na Funa, et puis 41 à la commune à Bandal pour la provinciale. Donc, comme na Souka, Kasinalingi, on s'est adressé na Batunion sur Balandi Bisolilo. Oyo, Oyo, voter pour convaincre Bango Pena que Yonde Moutfou a voté. Oyo, ça va mon. Bana Funa. Bana Bandal, Bana Congo. Vote à Moutuya et Liboso et ça vote à candidat numéro 20. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oh, Tobenga Fati Beto. Ngana Bakisa Fati Fondation pour des raisons où on a l'élimino out. Le 20 décembre, il faut numéro 20. Siko, pourquoi il faut voter les choses sur Patrick Mouyaya? Bota la place de Routi. Na bandaka nazara elenge 28 ans. Léo na komi mpaka. Moi, les bandés bimi, ceux qui appellent mes bimi. Mais ceux qui appellent mes bimi pour la nuit. Parce que tous les jours, toujours travailler pour régler les problèmes. Mais ne peut pas régler les problèmes en boca. Les lobbies nous m'ont bolandi émission où on va progrès au tout ça. Pour voter, bana funa. Bana bandal pour voter pena provincial. Parce que tout ça la bandal est comme un état commune moko miroir. Au monde, il est là, tout ça va coco sur la salubrité. Tout ça va coco sur il y a la criminalité dans les milliers de jeunes. Mais entre-temps, il faut ratiquer. Entre-temps, il faut parking.
mbongo wana ekendaka wapi. Soki toza na badéputé provinciaux ya malamu ozala neti mwa superviseur oyo akotala bourgmestre oyo est-ce que asali malamu to asali mabe oyo akozala mpe na niveau ya ville mpona kochallenger gouverneur. Il faut tobongisa boye tobongisa boye. Soki tobongisi bacommune nde tokobongisa kini. Marius bana bandani bayebi ke bacommune ebimisaka lara, bamama bafutaka ticket, bato bafutaka baparking, bato bafutaka badocument administratif. Au-delà ya baproblème oyo ozala nango lelo tokoki mpe koorganize tobankarize bambongo nyonso ekotaka na bacommune toyebi toyokani tolobi tozwa ata mwa crédit na banque tozala ata na camion moko ya incendie. Soki ndako eziki na bandani, il ne faut pas tozela mutuka euta Gombe, encore qu'il faut ezala la mai. Tozala ata na camion moko évacuation ba poubelle. Toyeba ba poubelle na biso tozo évacuer au nini. Yango il faut voter les mains le 20 décembre. Pour voter na provinciale Patrick Mouyaya numéro 41. En tout cas, tous souhaiter aux bonnes choses. Mais la question, Moko, qui m'a toujours... Il y a une question qui m'a toujours trotté à l'esprit. Je me suis dit que le jour qu'on fait cette émission, elle est un peu personnelle et privée. Vous êtes le beau-fils d'un opposant au pouvoir, Monsieur Adolphe Muzito. Je salue Madame, que j'ai rencontrée une fois aux États-Unis. Comment vous vivez cette relation entre vos convictions, qui sont des fois opposées aux siennes? Est-ce que vous avez l'occasion de parler enfin, comment vous vivez ça, monsieur le ministre? Ceux qui nous connaissent, parce que malheureusement, dans cette histoire, Adolphe Muzito. Adolphe Muzito, je le connais des années et des années avant. Je le connais 10 ans avant mon mariage. Nazara, journaliste. Et j'étais à l'époque parmi ses journalistes préférés. On s'est vu un jour au Palais du Peuple et il m'a dit « Vous êtes parmi les journalistes les plus intelligents ». Et c'est comme ça qu'on s'est rapprochés. À l'époque, et vous? Moi, j'ai couvré les activités du Palou. 2004-2005. En même temps, vous jetiez un coup d'œil à sa fille? Non, non, je ne la connaissais pas. Pas du tout. À l'époque, je ne la connaissais pas. Du tout. Ouais. Et là, on a commencé à travailler ensemble, 2004-2005. Et puis en 2006, moi j'étais auréolé dans mon travail de journaliste. J'ai interviewé le président Kabila, Pierre Bemba, et tout le monde quand j'étais au centre du débat électoral. Et puis, Patriarche, 3e élection. Patriarche a pour le ministre. Alors il m'appelle, il me dit « Patrick, je pense que ce serait justice que tu viennes travailler avec moi à la prémature. » On a dit « C'est non. Moi, je veux continuer le journalisme. » Et comme il connaissait ma mère, il a appelé ma mère. Il dit « Maman, parle à ton fils. » Dans le journalisme, il a été précoce, il a déjà tout fait. Il faut le convaincre pour venir travailler avec nous. Sinon, on se met le point, il rigolait. Ouais. Et puis un jour, ma mère... Même si maman, donc il avait raison. Ma mère est venue me voir. Ouais. Un matin, elle m'a dit, mon fils, je sais que tu adores ton métier de journaliste, il faut aller travailler. Et donc, et depuis, et d'ailleurs, après les mariages, nos relations se sont un peu distancées. Parce que voilà, tu côté ici, la relation a commis Bokilo. Mais comment vous vivez ça aujourd'hui? De vous à moi. Je ne suis pas très traditionnaliste. Et dans les rapports que nous avons avec lui, ceux qui ont validé discuter la messa, jamais au Kikundi Make Azabokilo. Oui, d'accord. Ça veut dire qu'il y a tous ceux qui n'ont pas l'eau. Il y a Bima Palou. À ça, les nouvelles là, à côté de l'opposition, à Kéya. Moi, je suis resté au Palou. On a côté à partir de mon corps. Tilélo. Depuis 2009, on a Palou. Les autres, on a cadre à Palou. On arrive au point ANB. On a honorable Guy Loano. Ça veut dire que il faut savoir faire la part de choses en tout temps. On a nos rapports familiaux. Et d'ailleurs, moi, j'aime pas quand ils discutent politique avec mes enfants. Parce que j'estime que les enfants doivent être épargnés des questions politiques là, tout. Mais est-ce qu'il vous arrive aussi
pendant le dîner ou je sais pas, dans vos rencontres, de dire et de parler aussi de ce qui vous divise. Mais bien sûr. Okay. Mais bien sûr, on en rigole. Ça veut dire que lui, il a ses positions, moi j'ai les miennes. Est-ce qu'il voit en vous le petit qui a grandi ou... Mais il faut lui poser cette question. Je lui poserai. Il faut lui poser cette question. Mais ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre dans la vie, c'est justement illustratif de la relation que j'ai avec lui. C'est que Mouniz à la bouée, la roue tourne. Et je tourne. C'est-à-dire que Bango, Bazaki n'a pas heure de gloire na Bango, peut-être que Bazana n'a boué. Bango ba komi ko kita boué, on se subit sur tous mata boué. Et Bango bazo ya pena sima, Bango bazo mata. C'est pour ça que c'est le bien de la démocratie, c'est que il y a cet exercice régulier des élections qui fait aussi que renouvellement et Zosanam. Merci d'avoir partagé cette expérience personnelle avec nous, Monsieur le ministre, candidat, député national. Mais 476. Je ne peux pas terminer cette émission comme ça. Encore? Ben allez-y. T'es aussi Lisa. D'abord, pour vous dire merci pour ce temps. C'est pas toujours évident de faire. Je suis pas très doué quand il faut répondre. Mais pourtant, si, quand même. Ah non, ça veut dire que c'est pas toujours évident. Et deuxièmement, je voudrais quand même saluer mon équipe. Parce que je vous assure que c'est très, très stressant de travailler avec moi. Tola l'a hâté. Il faut être alerte sur tous les sujets. Honorable Chikou me l'a dit une fois. Oui. Tola l'a hâté. Ça veut dire Tola l'a raté. Donc, on a 3-4 heures parce qu'il faut la sécurité, il faut l'économie, il faut ça annuler tout ça là briefing wana. La TV. Niveau préparation parce que justement, lorsque vous ne faites pas attention Ndeko Marius, une parole quand elle sort aujourd'hui, elle ne se perd plus. Les gens résistent et les gens tronquent ça comme ça. Ça veut dire que chaque parole qui sort, vous devez penser, repenser, peser. Parce qu'avec la parole, vous pouvez construire ou vous pouvez détruire. Une lourde responsabilité. Ouais. Et puis, en dernier ressort, tout ce qui s'est passé là, c'est parce qu'il faut rendre grâce à Dieu. Au début de tout, parce qu'il y a la foi derrière. Toujours qui est dans ma campagne, et ça, par moment, ma sollicitation est belle. Il faut me piquer le kizala. Ça veut dire il faut ça. Moi, je suis sûr que nous avons allé au Sungabi, nous avons appelé un house gardien ou un protégeur. J'espère que vous posez un house gardien, que chacun de nous a son house gardien qui veille sur lui. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, encore en fonction, d'être venu nous voir et d'avoir passé tout ce temps que vous passez généralement pour la République avec nous. Merci beaucoup, cher Marius, et merci à toute l'équipe. Merci beaucoup à vous tous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Ça a été, comme toujours, un grand plaisir d'avoir été avec vous. N'hésitez pas de nous envoyer vos critiques et suggestions justement pour améliorer la qualité de ce que nous vous proposons. Et s'il y a une chose que je peux vraiment vous demander avec mon cœur, c'est de vous abonner très nombreux à notre chaîne YouTube Marius Murunga Media. Comme ça, nous allons grandir ensemble notre communauté. Au nom de tous ceux qui m'ont aidé à être chez vous, je vous dis encore merci et j'espère vous retrouver très bientôt avec un autre invité sur le grand plateau de Marius. Au revoir.